Vous vous souvenez probablement des avions de la Seconde Guerre mondiale, et vous avez peut-être remarqué qu'ils avaient un étrange câble attaché à la queue. Ils avaient généralement une ancre reliée par un câble à l'empennage vertical. Cette configuration varie selon la forme, la fonction ou la position de l'avion. Plusieurs de ces câbles pouvaient être répartis sur tout l'avion ou le long de celui-ci. Tu pourrais croire que c'est un câble pour stabiliser l'avion, réduire les vibrations du fuselage ou faciliter son stockage sur les porte-avions. Cependant, ce n'était pas le cas. Alors, à quoi servait ce câble ? Pourquoi devait-il être aussi tendu ? Pourquoi devait-il être tendu au maximum ? Et en plus, pourquoi est-il considéré comme l'une des inventions qui ont lancé le combat aérien moderne ? Tout cela et bien plus encore, dans un instant. Alors installe-toi confortablement et sois le bienvenu au Guns Club. Pour ne pas tourner autour du pot. Ce que tu vois ici est une antenne radiofréquence. Ce qui est étonnant car on ne pense jamais à un câble en parlant d'antenne, mais plutôt à quelque chose comme ça. Cependant, sa forme est directement liée à une fonction unique. Les émetteurs de radiofréquence, tels qu'ils existent aujourd'hui, étaient très utiles pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur fonction allait bien au-delà de la simple communication. Bien sûr, la communication était importante pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont exploité cette technologie pour offrir des fonctionnalités uniques à leurs avions. Je parle de manière générale, car ces technologies ont été utilisées par tous les camps du conflit. Les Alliés en particulier les utilisaient aussi bien pour la communication que pour l'attaque ou la défense. C'était un TBF Avenger de l'armée de l'air américaine, conçu pour voler au-dessus de la mer, et équipé de nombreux dispositifs radio. Chacun d'eux est un... L'identification friend or foe, comme le faisaient les forces anti-aériennes au sol, pour identifier quel avion était allié ou ennemi, car c'était à cela que servait l'identification friend or foe. Au sol, l'émetteur interrogateur envoyait un signal à l'avion cible, qui le renvoyait avec une intensité spécifique pour permettre d'identifier s'il était allié. Si le signal était insuffisant ou absent, l'avion cible était considéré comme ennemi et abattu. Il a été inventé par les Britanniques pendant la bataille d'Angleterre, afin que les Spitfire puissent distinguer efficacement les ennemis des Alliés. Car lors des grandes batailles aériennes contre la puissante et alors nombreuse Luftwaffe, il y avait toujours des tirs amis. Le dispositif était similaire aux très hautes fréquences, ou aux hautes fréquences que nous verrons plus tard, avec la même forme de câble, mais avec une petite différence de disposition. Ces câbles étaient affixés de chaque côté du fuselage. Dispositif très haute fréquence ou similaire. Mais avec un... d'appareils aux très hautes fréquences ou hautes fréquences que nous verrons plus tard, avec la même forme de câble, mais avec une petite modification de disposition. Ainsi, les contrôleurs avaient des détonateurs activables par les opérateurs radars, ce qui était très novateur à l'époque. Honnêtement, les Allemands avaient aussi les leurs, visibles partout après 1941. Dans les avions, on pouvait aussi voir d'autres appareils à radiofréquence utile, comme les récepteurs ZB, qui ont résolu un énorme problème sur les porte-avions. Si tu lances un avion et que le porte-avions est en mouvement, en tant que pilote, comment sais-tu où revenir ? Un système de localisation était nécessaire, d'où l'utilisation de l'émetteur Jagdschrager ou IE et du récepteur ZB. Sur le porte-avions, une antenne rotative émettait des signaux morses, que le récepteur ZB captait pour localiser le porte-avions, à tout moment. C'est un peu comme quand ton ami te donne les coordonnées dans Minecraft, et ainsi l'avion savait à tout moment où revenir. De nombreux appareils radio restent à découvrir, comme le Yagiarai, une antenne auxiliaire polyvalente. Celle-ci devait être orientée vers l'endroit où tu voulais recevoir le signal. Par exemple, si lors d'une mission tu savais que le porte-avions serait derrière, tu devais l'orienter manuellement dans cette direction. Et son avantage était qu'étant directionnelle et non omnidirectionnelle comme les autres, elle avait une portée bien supérieure et beaucoup moins de bruit. Ce qui en faisait un outil très utile dans certaines situations. Nous avions aussi le radar altimètre, avec ses antennes en T inversées, visibles sur les ailes et la queue des avions de l'époque. Ils offraient une fonction clé pour la plupart des avions. Détecter activement l'altitude sans dispositif mécanique. Dans les avions,
L'une envoyait un signal radio vers le sol qui revenait aussitôt, l'autre recevait ce signal réfléchi. Et elle calculait combien de temps il avait mis à revenir, donnant une estimation presque précise de l'altitude. Très ingénieux. Enfin, il y a l'émetteur haute fréquence O, de haute fréquence, et son objectif était simple, envoyer et recevoir des communications à des milliers de kilomètres. La raison de sa forme de câble était une simple solution d'ingénierie. À cette époque, un émetteur aussi puissant dans un avion aussi petit était quelque chose d'impossible. C'est pourquoi certaines considérations ont dû être prises pour le rendre possible. Ils ont conçu l'émetteur haute fréquence pour qu'il transmette des ondes très longues, qui s'étiraient moins, d'où le nom haute fréquence. Les antennes mesuraient généralement un quart de la longueur d'onde qu'elles généraient. L'avion devait émettre à 10 MHz, ce qui équivalait à des ondes de 30 mètres. Donc en faisant les calculs, il en fallait. Pour émettre à cette fréquence, alors presque standard, il fallait des antennes d'au moins 7 mètres. Fabriquer une antenne de cette taille dans un avion serait impressionnant. C'est pourquoi ils ont inventé les antennes filaires, qui permettaient d'avoir la longueur souhaitée, sans interférer avec le vol de l'avion. C'est la raison pour laquelle les avions avaient ces longs câbles s'étendant sur tout le fuselage, car plus les câbles sont longs, meilleures sont les performances. Ils avaient ces antennes. Les signaux émis par ces antennes avaient une telle portée que la courbure de la Terre pouvait les affecter. C'est pourquoi on utilisait l'ionosphère pour les faire rebondir. Et elles atteignaient ainsi leur cible et communiquaient avec la base, même à des milliers de kilomètres. Comme tu t'en doutes, ce système était sujet à des pannes, du bruit et des interférences dues au climat ou au déséquilibre des équipements. Cependant, en parallèle des autres systèmes, il restait essentiel pour la tactique et le bon déroulement des escarmouches aériennes en territoire ennemi. Ces antennes sont toujours utilisées, mais différemment. Les câbles provoquaient beaucoup de traînées et de bruit. Par conséquent, on n'utilise plus ces énormes câbles, mais plutôt des antennes intégrées dans le fuselage, plus grandes et de meilleure qualité. Malgré tout, les antennes d'un câble restent dans nos souvenirs. Comment les soviétiques abattaient-ils autant d'avions avec des fusils ?